Bonjour tout le monde. Ah, merci de me répondre. Il y a Nella qui vient de me dire. Donc, apparemment, vous m'entendez. Je pense juste qu'il y a un souci où il n'y a plus la caméra qui diffuse. C'est pas bien grave. On va se concentrer sur le plus important. Bonjour Fanny, comme d'habitude. Je reconnais plein de gens là. Bon, ben désolé, hein, mais je vois qu'on a déjà 3 minutes de retard. Donc, je propose peut-être de plonger directement dans le sujet. Donc, bonjour à tous. Rapidement, donc, Watch and Learn, nouveau concept, donc, d'essayer de partager un maximum envers vous et surtout de partager ce qu'on a pu construire en termes d'expertise au fur et à mesure du temps. Donc, une Back to School Edition qui va être découpée en 3 sessions. La première qui sera plutôt sur les basiques et les véritables mécaniques derrière l'email marketing et pourquoi ce dernier est toujours aussi important et qu'il faut surtout pas le sous-estimer en termes de puissance et de performance pour embarquer vos clients dans des journeys, donc dans des parcours clients les plus inspirants, les plus personnalisés possibles. Une deuxième session, on va plutôt être sur un côté un peu à la Dr House où on va découper l'email en petits morceaux et essayer vraiment de comprendre toutes les parties qui peuvent être optimalisées à des fins de performance, mais aussi d'engagement. Et du coup, là, on va vraiment être dans le côté chirurgical de la chose. Et une dernière session, on viendra sur des axes de délivrabilité et de bonnes pratiques qui sont toujours importants à respecter, surtout dans un contexte européen comme le nôtre, avec plus de difficultés sur les petits fournisseurs locaux et autres. Et grâce à des experts comme Anne-Claire chez nous, elle est venue encore enrichir ces sessions qu'on avait déjà tenues dans le passé. Donc voilà, ça c'est un petit peu le programme sur 3 sessions donc qui s'étendent entre le 17 et le 26 octobre. Alors rapidement sur moi-même, Jonathan, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis un évangéliste chez Actito. Donc en gros mon job c'est de connecter le marché avec nos ingénieurs pour que vous puissiez faire bénéficier vos clients, je vais dire vraiment d'expériences extraordinaires et de pouvoir pousser au maximum vos contenus, vos messages, vos produits vers ces personnes et ainsi vraiment pouvoir déployer la panoplie du bon marketeur. Alors moi j'adore les feedbacks, j'adore échanger, j'adore m'améliorer aussi. Vous avez un Twitter handler, un LinkedIn, une adresse email et reste évidemment encore le site Actito. N'hésitez pas. Rapidement sur la société parce que je vais devoir reprendre et j'ai vraiment envie de vous libérer à 14h30. Donc Actito, société belge, fondée en 2001, à peu près 250 clients, une équipe de bientôt 100 personnes aujourd'hui. Un focus principal, évidemment, c'est de grandir au niveau européen et du coup, l'acte GDPR, super important. Et on a investi évidemment une grosse partie de nos revenus au niveau R&D, vu qu'on sait que c'est ça qui est important de faire, d'innover donc dans la technologie au quotidien. Ma mission ou notre mission, c'est plutôt donc de bien aider des profils comme vous, et j'en vois tout plein, des clients, mais aussi des gens, des prospects avec qui je partage régulièrement. Et l'idée, c'est vraiment d'aider les marketeurs à pouvoir enclencher des conversations hautement personnalisées sur un parcours client. Alors aujourd'hui, notre conviction, c'est qu'on a un grand besoin de technologie pour faire ça, et on s'entend sur les besoins de technologie, mais qu'on pense aussi qu'une approche humaine derrière la technologie permet justement de réussir cette mission et que ça fera vraiment l'apport technologie plus accompagnement qui fait qu'aujourd'hui les marques sont capables de réussir ce challenge plus que complexe. Bref, plongeons directement dans le petit quiz que nous vous avions proposé lors de vos différentes inscriptions. Donc l'idée c'était de pouvoir partager un peu les réponses avec vous, c'est toujours quand même plus sympa et ça fait un petit peu comme à l'école et je trouvais ça très comique. Donc l'idée c'était de reprendre chaque question, donc la question dans la première colonne, la réponse dans la deuxième et puis le pourcentage de personnes qui avaient bien répondu. Alors pour vous donner une idée, on était selon les questions à peu près entre 60 et 80 participations en multilangue évidemment. Alors la première question c'était évidemment quand est-ce que le premier email avait été envoyé et du coup là on était pas mal avec 43% de réponses et c'est donc bien en 1971. Je vais directement la lier non pas avec la question 2 mais plutôt avec la question 3 qui était qui est-ce qui a inventé ce fameux petit arrobate et c'est Ray Tomlinson qui est cette même personne qui a donc envoyé le premier email. Ce qui était hyper sympa à savoir autour de l'arrobate, c'était que Ray, quand il avait réussi enfin à exploiter le précurseur d'Internet et donc d'envoyer les messages avait une nécessité de pouvoir séparer les personnes des sociétés. Le seul ou la seule touche qui n'était pas disponible était ce fameux
petit arrobas. Voilà, la petite info, c'est toujours amusant. Erin nous a malheureusement quitté il y a quelques années, mais en nous léguant donc ce magnifique canal qui est l'email et qui est donc toujours bien d'actualité aujourd'hui. Alors, ce qui était assez comique, c'était que la plupart des gens ont répondu que le spam était envoyé par un marketeur. Eh ben non, cher marketeur, vous êtes customer centric, vous les respectez. C'est plutôt clairement une action par un commercial pur et dur qu'il avait donc exécuté pour essayer de maximiser évidemment la vente de ses produits. C'était quelqu'un qui avait remplacé l'option fax, on va dire, par l'option email à ce moment-là. Alors, une statistique qui me semble super importante aujourd'hui, c'est de savoir que si on prend les adultes, donc plus de 18 ans, 92% d'entre nous disposent aujourd'hui d'une adresse email ou courriel, et dont 61% vont avoir un regard au moins quotidien dessus. Donc voilà, après on peut parler du défi aujourd'hui des boîtes mail avec des petits onglets comme chez Gmail, Hotmail et autres. On voit quand même que l'email est loin d'être mort avec un grand taux un énorme nombre de personnes qui en ont et surtout une lecture quotidienne à plus de 50% dessus. Alors, je continue et je vois que le temps avance vite. Alors, qu'est-ce qui était l'axe au niveau, si on ne respecte pas les préférences des clients, c'est clairement qu'on vous déclare en spam. Alors, spam, c'est énorme, hein, et aujourd'hui, on a encore des débats avec des très, très gros clients à nous sur l'importance de ne pas terminer en spam. Et ne pas terminer en spam, c'est vraiment le job du marketeur qui doit essayer de positionner ses messages dans ce fameux parcours client en pouvant se baser sur des données déclaratives, mais aussi, je veux dire, sur des données qu'il va pouvoir capter à travers du comportemental web, à travers du comportement d'achat, à travers des points de vente, à partir de retours clients, je vais dire pur et dur. Et du coup, le pire, c'est terminé en spam parce que non seulement ce message n'arrivera pas à l'un individu où c'est arrivé en spam, mais vous pourriez potentiellement aussi avoir des problèmes de masse et je vais dire ne plus pouvoir communiquer avec vos super clients qui, eux, attendent avec impatience ce type de communication. Donc, attention, vraiment, mettez le consommateur au centre. Nous, chez Actito, on utilise de plus en plus l'expression se mettre dans les chaussettes du client. Enfin, pour nous, c'est du marketeur. Pour vous, ça sera de vos clients. Alors, on fera un petit point aussi un peu plus loin au niveau des benchmarks et de l'usage des benchmarks. Mais du coup, là, très, très bonne réponse. Donc, collecter, je vais dire, un maximum d'informations sur son secteur pour voir comment on peut se positionner par rapport à ça. Alors, je me suis rendu compte dans la question par après, en débattant avec plusieurs personnes, le fameux Jonathan.Burman@Actito, est-ce que c'était plutôt un display sender ou un technical sender? On reviendra un peu sur ces détails, mais l'idée ici, c'était vraiment techniquement, parce qu'en gros, si vous le compariez, quand je vous envoie un email, vous n'avez pas un email de jonathan.burman@actito.com dans votre boîte mail, mais plutôt un email de Jonathan /Actito, qui serait là un visuel. Ici, on parle donc bien d'un expéditeur technique à ce moment-là. Alors, le petit pré-header, toujours beaucoup de débats et encore plus ces dernières années avec l'avènement du mobile. Mais du coup, on s'entend, le pré-header, c'est primordial. Et c'était vraiment la réponse qui m'a le plus plu, parce que voir que 86% de vous, marketeurs digitaux, êtes au courant de l'utilité de ça, ça me rassure de se dire que c'est un acquis à votre niveau. Et le fameux AL, donc Alternative Text for Image. Donc, c'est clairement être conscient que tout le monde ne peut pas accéder à la lecture des images, soit par des soucis techniques ou tout simplement d'ordre physique. Du coup, il est important de pouvoir décrire celle-ci à travers cet élément de HALT. Alors, on continue et on va évidemment essayer d'avancer un petit peu plus loin dans les concepts de l'email. Ici, peut-être plutôt une citation et je vais directement sauter sur la phrase de fin. Et au fond, Carole Walter a été responsable d'une agence avec Marc des Enfants en France, notre directeur général, qui s'appelait Come & Stay, et je trouve l'image qu'elle donne de l'email, ou en tout cas son comparatif, hyper intéressant. Là, on est le 17 septembre, d'ici un mois et demi, tous les articles blogs vont sortir sur le fait que l'email est mort, est vieillissant, va être remplacé potentiellement ici par du WhatsApp, de l'Instagram, et au fond, elle a fait la même remarque ou analogie avec les blogs, les réseaux sociaux, l'avènement du mobile, et chaque fois vont arriver cette tendance de dire que l'email va mourir. Mais au final, les acteurs comme nous du marché se doivent toujours de venir innover dessus, et ça c'est l'article du milieu. Mais surtout, ce que je trouve la plus belle expression, c'est que l'email est tel le phénix du direct marketing et renaît de ses cendres chaque fois. Et c'est clairement ce que nous, on se rend compte. Au mois de janvier, on va avoir peut-être une micro-baisse et encore, et on va surtout avoir après une accélération dessus avec les périodes de solde, les périodes d'engagement, les gens qui ont enfin pu définir leur stratégie. Du coup, non, l'email n'est surtout pas mort. Il faut juste l'utiliser de manière adéquate avec les autres canaux qu'on a aujourd'hui. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va revenir à travers cet exposé.
Alors, je sais que les marketeurs et surtout les CMO adorent aussi avoir des statistiques. Du coup, ici, quelques chiffres clés. On l'avait dit, hein, donc 92% des adultes, dont 61 par jour, jusque-là, OK. Alors, on parlait beaucoup des réseaux sociaux. Je trouve qu'on est beaucoup moins là-dedans qu'avant. Néanmoins, je trouve que dans un mix, ça a énormément de sens. Mais on voit qu'en tout cas, un envoi d'email est 40% plus efficace qu'une campagne social media. Donc, ça, c'est à mon avis une notion d'être plutôt à l'endroit là où les gens s'attendent à retrouver ça. Alors, on a beaucoup de débats aussi avec le marketing automation entre B2B, B2C, est-ce que c'est pour l'un, pour l'autre? Alors là, je vais plutôt parler de mon expérience à moi. Il n'y a pas de différence profonde entre le B2B et le B2C. D'ailleurs, on le voit parce qu'il y a 82% d'adoption dans l'un comme dans l'autre. Je pense que les stratégies s'affinent, mais un welcome programme fonctionne dans les deux. Comprendre qui sont ses consommateurs doit être fait dans les deux. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut essayer d'amoindrir, je vais dire, ces différences entre B2B et B2C et plutôt se concentrer sur la valeur qu'on souhaite générer au niveau du client. 4,3 milliards d'adresses email. J'ai pas trouvé de chiffre plus récent que 2016, mais du coup, ça vous donne quand même, je vais dire, un volume certain d'accessibilité à des boîtes mail. Et alors, si on parle du mobile, Litmus, c'est probablement les meilleurs. Donc, Litmus, c'est une société qui s'occupe du rendu de l'email. Aujourd'hui, on a largement passé le cap des 50%. Et aujourd'hui, il va falloir penser ses stratégies par rapport à ça. Et si on va le petit cran plus loin, qui est là où je voudrais vous amener après ces 3 sessions, c'est de se dire que travailler à travers du triggered email, donc des emails qui vont être scénarisés sur base de comportements, d'éléments, on va augmenter de 70% le taux d'ouverture et surtout de 152% le pourcentage de clics. Alors le clic, pour moi, s'approche beaucoup plus vite de ce qu'on pourrait appeler du ROI, parce qu'on va pouvoir mesurer, je vais dire, jusqu'à l'exécution d'un achat, d'un engagement, dépendant sur quels axes vous travaillez. Et du coup, voilà, là, on est plus proche déjà du parcours client. Ce qui est assez sympa, c'est d'essayer de comprendre quel est justement ce fameux comportement dans quoi tous les consommateurs passent. Et on a tendance à oublier qu'on est nous-mêmes consommateurs de choses. Et du coup, juste ici, 2 petites images que j'ai pu retrouver, une d'e-marketer et une de notre source. La première vous montre qu'est-ce que vous faites la première heure à votre réveil. Alors moi, je donne des cours encore à d'autres étudiants et je leur demandais qui n'utilise pas son smartphone aujourd'hui comme réveil. Et c'est assez amusant, hein, sur des groupes de 25 à 50 personnes, si on en a 2 qui ont encore un réveil autre que son téléphone, c'est énorme. Mais du coup, on voit que ce téléphone mobile va directement être dans la main. Et qu'est-ce qu'il va créer avant même de se rendre à la toilette? On parle de 26% de gens qui vont à la toilette. 55% vont être occupés de vite regarder leur flux d'actualité, les derniers textos qu'ils ont reçus. Mais on a également déjà 5,5%, et là, malheureusement, je plaide coupable, font partie de ces gens qui, au réveil, déjà, vont aller regarder la boîte mail pour voir ce qui s'est passé au niveau du business sur les quelques heures qu'on peut aller dormir. Donc, juste pour vous dire, voilà, ça, c'est un comportement qui n'était pas classique il y a 10 ans, mais qui aujourd'hui est complètement intégré chez vos consommateurs. Il faut intégrer ça, évidemment, au niveau de votre stratégie. Alors, quand on veut une source un peu plus pointue qui va être e-marketer, vous voyez que 65% du temps passé sur son smartphone. Il faut savoir qu'on dit qu'on toucherait aujourd'hui plus de 150 à 200 fois notre smartphone par jour. 65% du temps vont être passés à de la communication. De cela, vous voyez le chiffre ici directement, 10% vont être carrément sur l'axe de la lecture des emails. Le petit iPhone avec son enveloppe bleue, évidemment, facilitant de nouveau cette accessibilité de la boîte mail. Voilà, je vais relativement vite. N'hésitez pas à couper ou à mettre dedans, et je suis sûr que ma collègue viendra me dire, Jonathan, parle moins vite, prends plus de temps. Le but, c'est d'avoir un peu de place à la Q&A surtout. Alors, le benchmark, pour ceux qui ne connaissent pas, on en a parlé, même si je voyais que la réponse était très juste, c'est donc des tendances de marché qui vont vous permettre de vous positionner dessus. Alors, je vais de nouveau parler pour moi-même parce que je suis pas sûr que tout le monde va être d'accord avec moi, mais pour moi, benchmark et so has been est tellement useless pour les nouveaux marketeurs que vous êtes, pour différentes raisons. La première, c'est que je pense que dans 90% du temps, 90% pour mes amis français qui sont là, on parle vraiment des États-Unis. Et alors, hormis si on veut être dans la mouvance du monsieur Trump ou de monsieur Bush, je veux dire, je pense que ça manque clairement d'ouverture et on aurait du mal à se comparer aux Américains aujourd'hui parce qu'on a des modes de consommation très très différents et on a surtout pas du tout la même approche du métier. Donc c'est pas du tout pensé européen, comportement européen, contexte multilangue, enfin tout ça sont des choses qui ont des impacts énormes évidemment sur ces chiffres qui sont rassemblés par ces différentes organisations américaines. Et alors si on veut pousser le vice encore un peu plus loin, on pourrait réintégrer la notion du GDPR et de se dire qu'on est complètement à la rue à ce moment-là. Donc ici, pour vous montrer que je suis vraiment très transparent et que je ne veux pas dire que c'est inutile, mais que je vais vous montrer un des axes par exemple. Ici, vous prenez, Mailchimp vous met à disposition des benchmarks par industrie. Et si vous prenez l'industrie par exemple, je suis désolé, ma souris là.
business et finance. Si je vous parle d'un taux d'ouverture de presque 21% et 2,73 clics, je pense qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes clients qui ne seraient pas du tout satisfaits de ce chiffre-là et qui me demanderaient d'aller beaucoup plus loin que ça. Et c'est pour ça que je trouve qu'un benchmark manque un petit peu d'insight, de profondeur dans ce que ça donne. C'est, en anglais, on aurait tendance à utiliser le terme vanity metric. C'est juste pour avoir un effet parapluie. Parce que si je fais du coup 22%, ça veut dire que je suis bon. Moi, je pense que pour être bon, il faut toujours se battre sur soi-même et aller essayer de se dépasser tous les jours. En tout cas, c'est ce que nous, on essaie de faire avec les clients. Du coup, voilà, ça c'est un peu le point négatif d'un benchmark. Source d'information et de positionnement, certes, mais ne surtout pas s'arrêter là. Parce qu'en gros, si je le résumerais, je pourrais dire quand vous avez un taux d'ouverture au-dessus de 20%, un taux de clic au-dessus de 2% et moins de 0,3% d'unsubscribe, il faudrait vous dire vous êtes parfait et arrêtez. C'est pas la philosophie ni d'Actito ni de l'agilité qui est essayons d'aller chercher ce 30, ce 40, ce 50%. Aujourd'hui, nous arrivons avec certains clients à des 60% d'ouverture parce qu'on travaille justement avec des mécaniques beaucoup plus proches du client, beaucoup plus en adéquation avec son consommateur, la marque, les stratégies de marque. Alors, pas de miracle pour faire ça. La première chose qu'on fait, c'est qu'on se construit son propre benchmark. Après 10 campagnes, vous connaissez votre taux d'ouverture moyen, vous connaissez votre taux de clic moyen. Et pour aller challenger celui-là, eh ben, c'est parti, A/B testing quand tu nous tiens. Et ça sera again, again and again. Et c'est ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, c'est ça, au fond, pour moi, le marketing automation. C'est une approche métier qui vous permet de tester et d'itérer en mode continu et d'aller justement surperformer au-dessus de n'importe quel benchmark, même le vôtre, justement en ayant cette approche du test learning iterate, qui est quelque chose qu'on prône, nous, à Actito très, très fort et que nous souhaitons que tous nos clients mettent en place. Aujourd'hui, c'est travailler sur vos welcome. C'est aujourd'hui, un client à moi fait 18 versions d'un welcome à 80% d'ouverture. Cross-selling, je vais dire même chose. Essayer de comprendre quelles sont les stratégies de promotion de produits pour engager, je vais dire, vos clients plus loin, tout en respectant évidemment vos clients dedans. C'est vraiment cette logique-là. Alors attention, quand on fait de l'A/B testing, il faut garder des traces de votre test pour justement continuer à évoluer et pas tourner en boucle sur les mêmes tests en mode continu. Alors, un petit truc aussi vite fait au passage, n'analysez pas vos campagnes avant 72 heures, ça a très très peu d'intérêt, surtout si vous êtes dans du B2B, et on reviendra sur ce point-là au niveau de la délivrabilité également. Et alors, essayez d'avoir des noms très clairs. Aujourd'hui, très peu d'outils du marché pour que je connais, et encore une fois, je vous invite à partager avec moi, ont des nomenclatures claires de campagne, ou en tout cas qui sont intégrées au niveau du logiciel. Donc, tenez ça, ça va vous aider pour pouvoir analyser vos campagnes de cross-selling, vos campagnes d'upselling. Des groupes de campagne, c'est performant et on reviendra encore sur cette logique en termes de délit. Alors, comprendre le contexte, je vais très vite là-dessus parce que je pense que vous l'avez tous compris. Hein. Aujourd'hui, on commence tous ces recherches sur Internet, on va demander à des amis ce qu'ils connaissent, faire des sites de comparatifs, relancer un certain nombre de recherches plus loin, donc trouver du testimonial. C'est vraiment les phases de learn, de buy, de get help, d'advocacy. C'est vraiment ce parcours client sur quoi on va essayer d'aller écouter donc en tant que marketeur et de comprendre ce qui se passe pour pouvoir engager à ce moment-là. Ici, c'est juste pour remettre dans le contexte. Ceux qui ont étudié du marketing, ça doit vous parler la notion de push et de pull. Si on est en bas à gauche, en gros, c'est pas très difficile. C'est Coca-Cola a décidé de vendre des canettes. Ils vous font une promotion en tête de vente, donc juste là où on les prend, et ils savent qu'automatiquement, ils vont pouvoir augmenter leur volume de vente. Est-ce que maintenant, vous, en tant que consommateur, ça vous parle ou c'était proche de vous? Si vous êtes consommateur, vous consommez, vous allez utiliser le coupon. Si vous ne l'étiez pas, vous allez peut-être tester, mais Coca n'a pas d'informations par rapport à ça. Si on monte beaucoup plus haut et qu'on va du côté, moi, en tant que consommateur, je vous montre des signes et la marque est capable d'interagir, c'est là où on est vraiment dans la logique différente entre le push et le pull. C'est moi qui donne des signaux et la marque est capable de comprendre qui je suis, à quelle étape de mon buyer journey, de mon customer journey. C'est pas un cours de marketing, mais juste pensez à vos stratégies en haut à droite, remettez-vous dans les chaussettes de vos clients et à partir de là, dites-vous comment est-ce que vous voudriez être approché par les marques. Et je pense que par définition, on fait du marketing beaucoup plus personnalisé et beaucoup plus proche des attentes du client. Esther Wunderman le disait, hein, je vais dire, ce qui est important, c'est clairement ce qu'on appelle des conversations. À l'heure des bots et tout ça, des chatbots qui sortent, on voit qu'on est clairement rentré là-dedans, encore plus que ce qu'on l'était. L'email avait déjà ce premier axe avec une possibilité de communiquer dans les deux sens. Les bots augmentent encore ça. Et en mélangeant ça dans une stratégie cross-channel, social, email, papier, on augmente ces touchpoints, on augmente cette conversation et du coup, on comprend mieux ses consommateurs.
Une fois qu'on a mieux compris ces consommateurs, on va pouvoir essayer d'innover, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que vous attendez de sociétés comme la nôtre, c'est d'innover sur ces canaux et vous permettre de faire des choses de plus en plus pointues et de plus en plus performantes. Alors ça, c'est un petit slide et on enverra les présentations, on vient de le confirmer. Donc, sur que les anciens chez nous connaissent très bien, donc c'est les différentes phases d'engagement avec un client, de l'attraction à l'engagement, à la croissance enfin, le growth, donc les merci, à la croissance de l'information que vous connaissez, aux actions de cross-selling et d'upselling jusqu'à la rétention. Donc là, on est vraiment dans une logique de loyauté. Je pense que c'est souvent utile d'avoir ce petit schéma attaché quelque part chez vous pour vous dire, OK, où aujourd'hui, où est-ce que je dois me concentrer, quels sont les endroits, en tout cas que j'ai de la matière pour travailler, parce que souvent on va parler de contenu et on reviendra sur l'importance du contenu aussi. Il faut des contenus à chaque phase par rapport à ces comportements, mais ça aide d'avoir du brainstorming. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de faire également avec les Customer Success Managers qui vont utiliser ceci pour identifier les phases où on peut le mieux aider les clients. Et du coup, c'est vraiment de nouveau en continu comprendre la stratégie de marque, les consommateurs, et évidemment se dire comment est-ce que moi, marketeur, je peux jouer à travers ça. Alors aujourd'hui, vous avez une boîte à outils qui est plus que grande. Bon, je vais continuer en freestyle en me disant que vous m'entendez. Donc la toolbox aujourd'hui, c'est toutes les technologies qui vont vous permettre d'écouter. Donc écouter, on pense par là à des cookies, on pense par là à des tags, on pense à là les interactions sur les emails. Je suis vraiment désolé que la présentation ne tourne pas plus et je vois qu'en plus j'ai des questions et ma machine ne répond plus du tout. Bref, on va continuer. Bref, tout ça pour dire aujourd'hui, vous avez un écosystème de technologies qui vous permettent de bien mieux comprendre le consommateur. Je vais dire de comprendre le consommateur et à partir de là, de pouvoir collecter ces données. Pourquoi je vais parler de collecter des données? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est important. C'est comprendre quand et comment, je vais dire, merci Benoît qui vient de me confirmer que ça fonctionne, et là, l'ordinateur est mort. Quand et comment, je vais dire, vous allez collecte de données. Bref, je m'y reprends, désolé. Donc, collecter des données à travers des technologies de comportement web, je vais dire d'interaction email, de comportement d'achat, on pense au beacon, on pense au Wi-Fi, tout ça, c'est vraiment une boîte à outils que vous avez à disposition qui vont vous permettre de beaucoup mieux comprendre où sont vos consommateurs sur ce fameux parcours client. Une fois qu'on a compris cette notion de parcours client, on va pouvoir se poser des questions par rapport à ce que moi j'appelle le real-time et le right-time marketing. Alors, c'est quoi le real-time et le right-time marketing? Et c'est vraiment dommage qu'on n'a pas le slide parce que j'en avais un tout chouette pour la notion du real-time marketing qui serait l'analogie avec on n'utilise pas un bazooka pour tuer une mouche. Et au fond, c'est vraiment un peu ça. Quand le real-time est arrivé sur le marché, tout le monde a crié « Oh, grand Dieu, nous avons une arme extraordinaire, je vais dire, pour interagir à l'instant direct avec le client. » Si je vous compare ça, et j'ai vu qu'il y avait pas mal de femmes présentes et j'adore ça dans la présentation d'aujourd'hui, c'est comme si quand vous rentriez dans le magasin de chaussures, la vendeuse vous saute dessus directement pour essayer de vous vendre une paire de chaussures. Je pense que par définition, ça va vous horripiler et 9 chances sur 10, vous allez quitter le magasin. À de facto, je vais dire, si vous êtes occupé de vous promener dans le magasin, je vais dire, depuis 10 minutes et que personne ne réagit, vous ne serez pas content non plus. Mais du coup, le real time, c'est vraiment cette notion-là. Est-ce qu'on a besoin toujours, dès qu'il y a un premier signe, de sauter sur la personne? Je ne pense pas. D'où le fait qu'on va plutôt avoir cette logique de right time. Quand vous avez pris la paire de chaussures taille 37, que ça fait 2 minutes 30 que vous la regardez, vous attendez que la vendeuse arrive chez vous et vous donne des conseils, vous accompagne, je vais dire, sur votre parcours d'achat. C'est vraiment ça l'idée qui est derrière ça. C'est de se dire qu'aujourd'hui, on va avoir des technologies dans notre boîte à outils pour collecter cette information et qu'on va surtout pouvoir, je vais dire, à partir de là, je veux dire, engagé sur le parcours du client au bon moment par rapport aux éléments que nous avons à disposition. Des exemples très simples, et encore désolé pour la présentation, c'est par exemple si je pouvais utiliser la notion de la météo dans votre code postal, je pourrais vous inciter à penser à venir chercher vos meubles de jardin, organiser un barbecue. Ça, c'est un cas par exemple d'un client chez nous. Un autre qui est Lunch Garden par exemple, comprend la composition de famille. C'est en semaine, je mange la plupart du temps en mode lunch avec mes collègues, mais du coup, je vais payer. Ça sera un plat adulte tout seul, tandis que le week-end, ils comprennent que je suis dans une configuration de famille parce que je vais avec mon fils. Eh bien, ils vont pouvoir adapter leur stratégie de marketing par rapport à ça. Du coup, encore une fois, il faut vraiment essayer d'éviter toujours de se dire, moi, en tant que marketeur, je sais ce que le client veut, je pousse sur le client, mais plutôt d'utiliser toutes ces informations que vous avez à disposition pour engager correctement avec le client. Donc ça, c'est vraiment l'élément clé dessus.
À ça, évidemment, vient de se rajouter une arme qui, moi, me parle plus que tout au monde, qui est la personnalisation. Alors, ici, c'est un statement que j'avais déjà fait. Aujourd'hui, si vous regardez un peu les chiffres, on parle que plus de 90% des sociétés pensent que la personnalisation est cruciale à la réussite de leur projet marketing. Et 5% de ces gens disent même qu'ils vont faire ça de manière extrême, donc on va personnaliser beaucoup plus que le fameux bonjour Jonathan. Si là vous voyez ma boîte mail derrière, sur un test avec une vingtaine de messages, ben, il y en a 5% qui ont réussi à me dire bonjour Jonathan. Donc quand on me parle d'hyper personnalisation, je me dis qu'il y a encore un grand parcours par rapport à ça. Alors de nouveau, ceux qui nous connaissent un peu savent qu'on est une société 50% ingénieurs et développeurs, et puis 50% plutôt accompagnateurs métiers. Et du coup, ben, on aime bien les formules et les maths. Donc l'expérience consommateur passe par l'axe de la personnalisation. Pour pouvoir définir de la personnalisation, on aura besoin de contenu, de données et d'automatisation. C'était clairement mon introduction sur ce processus d'apprentissage continu, de collecter les bonnes données. Et on va y aller étape par étape, qui sera encore une fois je veux dire, la continuité des différentes présentations qu'on aura. Je vous avais mis un petit exemple tout simple dans 2 téléphones, donc j'essaye de vous les décrire, je veux dire, au mieux. Donc, si je vous envoie un message qui est une super société en tant qu'expéditeur et que le sujet c'est bonjour monsieur inconnu, on ne se connaît pas, mais j'ai quelque chose pour vous par rapport à Jonathan de cette super société qui dit bonjour Véronique, sur base de tes derniers achats, voici ce que nous avons à te proposer. On est directement dans quelque chose de beaucoup plus proche des attentes de Véronique et pourtant qui est loin d'être compliqué. Alors, je parlais des Américains et de leur danger du benchmark, mais typiquement ici, si je prends un des plus grands entrepreneurs qui est Ethan Shaw aux États-Unis, il le dit lui-même, good email is dead, donc les bons emails sont morts. Par contre, les emails extraordinaires, great email, sont plus vivants que jamais. Parce qu'aujourd'hui, justement, dans ce fouillis de communication, les opportunités pour les gens qui travaillent bien et qui respectent le consommateur, on parle clairement, comme je viens de le dire, d'opportunités d'engager parce que le client vous attend là. Aujourd'hui, on parle d'un marketing évidemment mesurable. Et qui dit marketing mesurable dit KPIs, Key Performance Indicator. Et aujourd'hui, quand moi je dois partager avec nos clients et prospects, je vais plutôt en mettre 5. Et les 5 vont être, par exemple, l'importance de la marque. Et on pense justement aux reviews sur Amazon. Vous n'achetez probablement plus rien sans aller voir un peu comment cette marque brille à travers les différents éléments. C'est clairement un premier axe de personnalisation qui est cherché. Si vous travaillez sur l'axe de la personnalisation, logiquement, vos contenus web sont plus lus, de même que vos papiers. On est vraiment sur de la pure performance. Si vous allez regarder vos funnels de conversion, là je pense à des clients à nous dans les voyagistes par exemple, personnaliser le retour du voyage pour comprendre où la personne souhaite partir plus loin augmente tout simplement ce qu'on appelle la long time value, donc la valeur du compte pour chaque marque. On va du coup pouvoir challenger nos reporting, je veux dire pour aller plus loin. Et puis le saint graal de ça, évidemment, d'avoir ce que j'appelle le word of mouth, donc le bouche à oreille qui va s'enclencher, qui lui sera plus dur à monitorer dans les éléments. Et du coup, on est vraiment sur 5 grands axes, je veux dire, qui vous permettent d'aller plus loin. Alors, le dernier axe que je voudrais partager avec vous, c'est par exemple penser à vos welcome emails. Aujourd'hui, on a encore, je fais les tests régulièrement. Je pense que plus qu'une société sur 2 loupe un moment clé du parcours client, qui est ce fameux moment où je vous ai confié mon adresse email. Mon adresse email, c'est mon information digitale, c'est qui je suis sur Internet, c'est ce qui va vous permettre d'engager. Donc, soyez au minimum là à engager la conversation dans ce moment. Là, on est vraiment sur la notion du real right time. Ça va tout cracher. Je suis désolé de ne pas relancer le PowerPoint, mais c'est ce que je disais. Si je le lance, j'ai peur que ça coupe tout l'enregistrement et même la diffusion. Donc, bref, je le réenregistrerai cette semaine avec les slides. On vous les fournira. Encore désolé pour le petit incident technique, on va dire. Donc, j'espère quand même que c'était intéressant pour vous, que même sans les slides, j'ai pu vous emmener un petit cran plus loin dans toute cette logique de l'email marketing. Je vous rappelle qu'on aura une deuxième session. Alors, j'ai recommandé une nouvelle machine pour avoir plus de puissance et être certain qu'on n'a pas de crash. Donc, on va aller découper un email ensemble et on aura évidemment stack sur la délivrabilité aussi. Ça, c'est maintenant la partie questions-réponses. Je vous remercie. Vous avez toujours mes contacts. Donc, jonathan.urman@altito.com, notre site web, les formulaires, il n'y a pas de souci. Par contre, je vous avoue que je n'arrive même pas à accéder là directement aux questions. Mille excuses pour ce problème technique. Vous voyez qu'on essaye d'être agile et de pas annuler quelque chose qu'on est occupé de faire. Je pense que voilà, ça c'est la réalité vraie.
Je vous remercie grandement pour ça et je vais essayer de couper cette session et je vous dis en tout cas rendez-vous très très vite et encore mille excuses pour ça.